Des risques de leucémie supérieurs à la normale pour les enfants qui habitent autour des centrales nucléaires. C'est la conclusion de 2 médecins français. Le gouvernement est inquiet. Le plan Vigipirate a été renforcé. Avec le froid, c'est le boom dans les rayons de surgelés des grands magasins. Madame, monsieur, bonsoir. Les enfants qui habitent autour des centrales nucléaires courent-ils un risque supplémentaire de contracter la leucémie? C'est la conclusion d'une étude de 2 médecins français qui révèle que des cas de leucémie d'enfants dans la région de l'usine nucléaire de La Hague, dans la Manche, sont supérieurs à la moyenne nationale. José Blanc-Lapierre, Pascal Pueyo. Seul contre tous, ce chercheur affirme qu'il y a un risque à fréquenter cette plage. Dans un rapport qu'il publie aujourd'hui, il démontre que les enfants atteints de leucémie ont joué dans le sable, se sont baignés ici, qu'ils ont également consommé poissons et coquillages. À l'origine, les particules nucléaires rejetées en mer, principalement par le centre de La Hague. Quand j'ai vu ce résultat sortir sur mon ordinateur, je n'y ai absolument pas cru. Je veux dire, j'étais étonné, stupéfait, et aussitôt je me suis rappelé que c'était le même facteur de risque qui avait été trouvé par les Écossais autour d'une usine identique à Darnley en Écosse. Toujours selon le professeur de Besançon, les cas de leucémie dans les environs de La Hague seraient multipliés par 3. À l'école primaire des Pieux, cette femme a vécu le pire pour une enseignante, nous dit-elle. Voir mourir 2 de ses élèves. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'insupportable, d'inacceptable, la mort de ces enfants. Alors maintenant, je me pose la question, pourquoi des leucémies? À 2 pas de la plage, c'est ici que l'on retraite le combustible usé de nos centrales nucléaires. L'industriel visé par l'étude est formel. Ces rejets en mer sont contrôlés. Les normes sont respectées. Alors, pour y voir clair, le ministre de l'Environnement vient de décider une étude assortie de prélèvements dans le sable et les coquillages. Donc moi, ce que je souhaite, c'est travailler dans la transparence. On a une étude qui dit un certain nombre de choses. Je souhaite voir si ces choses peuvent être tenues pour probables ou pas. Et par conséquent, cela implique des vérifications, probablement des études complémentaires. Une nouvelle étude, une de plus. En attendant, le temps passe et le doute persiste. Et ce même jour, la Cogema, qui est chargée du retraitement des déchets nucléaires venus du monde entier, a acheminé par train, sous surveillance de la gendarmerie, un convoi de déchets japonais qui doit embarquer la nuit prochaine à Cherbourg, retour au pays. Le gouvernement français est inquiet. C'est le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, qui a indiqué lui-même qu'il renforçait le plan antiterroriste Vigipirate. Hier, souvenez-vous, 350 légionnaires avaient été chargés de patrouiller dans le métro parisien. Aujourd'hui, 1 millier de policiers supplémentaires ont également été affectés à des tâches de surveillance dans la capitale, dans la crainte donc d'un attentat des terroristes islamistes. Maryse Burgot, Philippe Jasnin. Des officiers de police judiciaire accompagnés de 2 militaires en armes, c'est l'image symbole du plan Vigipirate. Les Parisiens sont désormais habitués à cette imposante présence policière dans tous les lieux sensibles de la capitale. Depuis ce matin, 1000 hommes supplémentaires ont été affectés à cette mission de surveillance dans les métros, les gares, les galeries commerciales. En tout, 3130 hommes sur le terrain, dont plusieurs centaines qui patrouillent aujourd'hui en civil. Ceux-là, les Parisiens ne les remarqueront pas. Mobilisation exceptionnelle, a dit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse, parce que le risque d'un geste terroriste serait encore aujourd'hui très important. Nous sommes dans une période difficile, mais nos concitoyens doivent savoir que les policiers, les gendarmes, les militaires, les pompiers travaillent ensemble. Nous ne nous reposerons pas tant que cette menace sera aussi forte. Une forte menace liée au regain de tension en Algérie, selon les mots du ministre. Ce tout début de période de Ramadan en France est un autre élément qui engage les policiers à la vigilance. Enfin, les peines de prison prononcées hier à Paris contre un réseau islamiste ayant opéré au Maroc expliquent aussi l'inquiétude de l'État français. Le prix des carburants augmente demain, en moyenne 8 centimes pour le super, 7 centimes pour le sans-plomb ou encore le gasoil. C'est la taxe prélevée par l'État qui augmente, cette taxe qui constitue, il faut le savoir, la 3e source de revenus pour les finances après la TVA et l'impôt sur le revenu.
Et l'on s'aperçoit à cette occasion que le prix de l'essence commence à devenir dissuasif. Philippe Bessérias, Christian Leroux. Ce soir, dans cette station-service de la région parisienne, les clients étaient plus nombreux que d'habitude à faire le plein. Dès demain, l'essence leur coûtera plus cher. Par endroits, le litre de super franchira même la barre des 7 francs. Ça fait toujours mal et on n'a pas le choix, on subit, comme à chaque fois. Donc c'est toujours un peu plus chaque semaine. On nous dit qu'on baisse les impôts d'un côté et de l'autre, il y a plein de taxes qui augmentent. Alors on vous le redonne d'un côté, on en fait tout un fromage et de l'autre côté, on vous grappille par les taxes. L'État a décidé de relever la taxe intérieure sur les produits pétroliers. En conséquence, pour ne pas perdre leur marge, les compagnies augmentent le prix à la pompe, entre 6 et 7 centimes le litre suivant les carburants. La France reste le pays d'Europe le plus taxé dans ce domaine. Lorsque vous dépensez 100 francs, 82 francs vont à l'État. Aujourd'hui, les consommateurs commencent à modifier leur comportement face à ces hausses à répétition. Vous avez mis combien là 57 francs. Pourquoi? Parce que demain, je vais au supermarché. Alors vous préférez acheter votre essence là-bas? Je préfère acheter l'essence moins chère. Les grandes surfaces représentent désormais 50% des ventes de carburant. L'une d'entre elles a décidé de ne pas augmenter ses prix avant le 1er février. Coup de gueule et coup de pub. À partir du moment où tous les foyers français ont une part de leurs revenus qui part comme ça dans les taxes, ils ne dépensent plus, ils n'irriguent plus dans l'économie, ça tire plus la croissance. Il faut arrêter d'augmenter les taxes. Cette année, la taxe sur l'essence rapportera à l'État 186 milliards de francs. C'est la 3e recette fiscale, derrière la TVA et l'impôt sur le revenu. Je vous parlais il y a quelques minutes des craintes du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, en matière de terrorisme. Le ministre présentait aujourd'hui ces statistiques marquées principalement par une baisse de plus de 6% de la criminalité à Paris l'année dernière, due en partie justement à la permanence du plan Vigipirate qui décourage les petits malfaiteurs. Le vol de voitures régresse également en raison des efforts faits en matière notamment de systèmes anti-vol par les constructeurs. Christophe Tortora, Pierre Moscovici. Cette voiture décapotable, dernier cri en parfait état, a été découverte dans un garage de Seine-Saint-Denis. Elle avait été volée quelques jours auparavant à Paris. Dans ce même garage, les inspecteurs de la brigade de répression du banditisme ont trouvé cet autre véhicule. Exactement le même modèle, mais dans un tout autre état. Il y a le numéro de série frappé à froid dans la carrosserie. La voiture volée était sur le point d'être totalement désossée. Tous les organes qui sont facilement identifiables sont abandonnés sur la voie publique. Tout ce qui est accessoires de luxe non identifiable est conservé par les voleurs et remonté sur des épaves qu'ils rachètent à bas prix aux assurances ou dans les casses. En 1996 à Paris, le nombre de véhicules volés a baissé de 9%. Un résultat qui s'explique en partie par des coupes-circuits de plus en plus efficaces. Ce sont des systèmes, vous savez que ce sont des professionnels qui les essayent en laboratoire, et on s'aperçoit, je vous dis, pour un professionnel, pour un gars qui a le temps, qui n'a pas quelqu'un qui risque de le prendre, un policier qui risque de le prendre, il a au moins 20 minutes, il met au moins 20 minutes pour le percer. Donc pour le voleur lambda, c'est beaucoup plus. Le nombre de véhicules volés baisse, mais à la brigade de répression du banditisme, on travaille à une nouvelle forme de délinquance, le trafic hors de nos frontières. Le trafic international vers l'Afrique, et notamment vers les pays de l'Est où il y a une très forte demande, reste lui en pleine expansion. Trafic qui porte soit sur le véhicule proprement dit, soit sur les pièces. Le trafic de véhicules est très lucratif et leurs auteurs sont en général faiblement condamnés par les tribunaux. Au mois d'octobre dernier, une femme policier, souvenez-vous, avait été violée et sauvagement agressée sur la ligne C du RER. Un jeune homme a été arrêté, formellement reconnu par la victime, lui nie les faits. Valérie Hermite, Björn Katoper. La famille de Jamel Edouibi ne veut pas y croire. Pourtant, après 2 jours de garde à vue et un interrogatoire chez le juge, Jamel, 19 ans, vient d'être mis en examen pour viol en réunion avec acte de barbarie, violence volontaire et vol. L'agression s'était produite le 25 octobre dernier dans une rame de la ligne C du RER. Sandrine, 28 ans, gardien de la paix à Paris, se fait d'abord voler son sac par 5 jeunes gens. Mais très vite, ils découvrent que leur victime est un policier et se déchaînent. Ils se sont acharnés sur cette collègue féminine en exerçant des violences, en la violant et en l'agressant, en la taillant de coups de cutter. C'est grâce au fichier Canonge, un ordinateur qui croise les signalements donnés par les victimes, que la police d'Evry est remontée jusqu'à Jamel. Lors d'une confrontation, la jeune femme policier l'a formellement reconnu comme l'un de ses 5 agresseurs.
Jamel Edouibi, déjà soupçonné de viol dans une autre affaire, nie farouchement les faits. Jeune appelé du contingent, il dit n'avoir pas bougé du collège militaire de Saint-Cyr-l'École où il est affecté. Un alibi apparemment difficile pour l'instant à confirmer. Attrape près de Versailles, 4 CRS en état d'ébriété accusés d'avoir frappé des jeunes d'une cité au cours d'un contrôle d'identité font l'objet d'une enquête. 2 ont été libérés, les 2 autres sont toujours entendus par la police des polices. La police justement continue d'opérer en Corse, 3 arrestations aujourd'hui et découverte d'une importante cache d'armes à Bastia, pistolet mitrailleur et lance-roquettes. Chasse à l'homme depuis hier soir en Meurthe-et-Moselle à la suite d'un hold-up à la caisse d'épargne de Vittel. Sur les 3 membres de la bande, 2 ont été arrêtés, le dernier court toujours. Les gendarmes le considèrent comme très dangereux car il est puissamment armé. Bertrand Coq. À plus de 200 contre 1, la partie semblait bien inégale. Pourtant, ce soir, le 3e larron d'un trio de braqueurs, auteurs d'un hold-up à Vittel, se joue encore des efforts de la maréchaussée. On l'a signalé près du village de Crépé, passé au peigne fin par les gendarmes. Sans résultat, sinon de déranger ce petit bourg lorrain dans sa dormance hibernale. Il y a des gangsters qui se sont plaqués, qui se planquent. Je ne sais pas, qui se sont évadés, ils en ont attrapé 2, hier il paraît. Il y en a encore un caché là-dedans, je ne sais pas où, hein. J'ai la trouille maintenant. Ah, les gendarmes montaient là toute la nuit devant la porte, alors. Encore, alors, comme ça, pas... On se sentait plus en sécurité. Les 2 complices sont déjà sous les verrous et les 100 000 francs de butin restitués à la caisse d'épargne. L'homme manquant, un Corse, est armé, présumé dangereux, susceptible de prendre des otages. Ni les chiens, ni le GIGN n'ont pour l'instant trouvé sa piste. Les bois de Crépé sont vastes, l'autoroute qui mène au Luxembourg toute proche. Ce soir, en dépit du froid, la chasse à l'homme continue. Rentrée officielle aujourd'hui de la Cour de cassation à Paris avec son nouveau président, Pierre Truche. Comme son ministre, Jacques Toubon, il estime qu'il faut réformer les tribunaux civils qui ont à juger les petits délits. Il faut, dit-il, accélérer les procédures. Le président de la République évoquait hier la suspicion qui existe d'un rapport étroit entre le pouvoir politique et la justice, même lorsque celui-ci n'existe pas. En voici un exemple. À Grenoble, le procureur général Michel Albaret vient d'être, selon lui, muté à Paris. Son nom était apparu à l'occasion d'un dossier politique, le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Guy Cupillard, impliqué dans une affaire de financement de son parti politique, le RPR. Thierry Curtet, Didier Rancoeur. Si vous voulez bien vous asseoir. La robe pourpre et l'hermine étaient de mise. La cérémonie était solennelle. On attendait donc le procureur général, en quelque sorte le patron de la justice de Grenoble. Il n'est pas venu. Et pour cause, il est depuis hier muté à Paris. Dans les couloirs du palais de justice, on ne parle que de ça. L'affaire a éclaté il y a 6 mois. Michel Albaret est alors en profond désaccord avec 2 juges qui instruisent l'affaire Cupillard, trésorier régional du RPR, mais aussi son ami. Dans une lettre au ministre de la Justice, il va tenter de retirer l'enquête à ces 2 juges qui l'accusent d'acharnement. Ces arguments sont un véritable plaidoyer de la défense. Par exemple, l'argent retrouvé sur le compte de Jean-Guy Cupillard proviendrait de gains au loto, de vente de lingots d'or d'un lointain cousin, de prêts consentis sans acte par une relation. Et pourtant, les acteurs judiciaires grenoblois ne veulent pas accabler le procureur général. Il ne faudrait encore une fois pas en faire porter le chapeau à la personne qui se trouve actuellement finalement sanctionnée. Je crois que ce serait tout à fait injuste. Il est certain que depuis plusieurs années, les dysfonctionnements ont été très importants à Grenoble et Grenoble ne peut être que représentatif de situations qui existent ailleurs en France. Est-ce que c'est une protection ou simplement de l'incompétence? Et je disais seulement que pendant ce temps-là, le parquet avait d'autres priorités qui étaient la poursuite systématique des étrangers dits en situation irrégulière. C'était des choix qui étaient faits. Cette affaire a éclaté au grand jour, mais ici on explique que ces pratiques ne sont pas rares à Grenoble, comme dans d'autres tribunaux de France. 5 sans-papiers devaient être expulsés de France ce matin. 3 Maliens ont embarqué à Roissy pour Bamako. 2 autres sont demeurés dans l'aéroport où plusieurs sympathisants de leur cause ont eu, vous le voyez, maille à partir avec les policiers en faction. 54% des Français favorables à un hébergement forcé pour les sans domicile fixe en cas de grand froid. C'est la conclusion d'un sondage CSA pour le journal La Croix. Cette décision avait été prise, vous souvenez-vous, par le maire de Longjumeau à la veille du jour de l'an.
Le froid toujours avec pour conséquence une flambée du prix des légumes dont nous parlions au début de la semaine, avec un poireau notamment qui est encore à 35 francs le kilo aujourd'hui. Si le gel ne fait pas l'affaire donc des producteurs de légumes, il fait la joie des vendeurs de surgelés. Isabelle Esley, Christian Leroux. Sale temps pour les choux-fleurs. Voilà. À moins 7 degrés, ils ont bien triste mine. Les agriculteurs se désolent de récolter des glaçons. Personne n'en veut. Les choux-fleurs n'aiment pas le froid? Comment ça? À moins 18 degrés, ils se portent comme un charme. Les légumes surgelés se vendent comme des petits pains. Les poireaux, c'est cher, courgettes, tout ça. Et puis, petits pois, c'est même pas la peine d'en acheter en cette saison. Donc, j'achète surgelé. Dans les magasins, c'est le rush. L'augmentation des ventes est importante. Globalement, plus 40% sur tout le segment légumes, avec des pointes pour certains produits. Le poireau rondelle, on double carrément les quantités vendues par rapport au janvier 96. Et les prix sont stables et sans surprise. Le surgelé ne suit pas la variation des cours en fonction des saisons. 9,95 francs le kilo de poireaux surgelés contre 35 francs prix maximum constaté ce matin sur ce marché de Clichy en banlieue parisienne. À ce tarif, les clients achètent au compte-gouttes. Ça se vend, on ne peut pas dire que ça se vend à la course, mais ça se vend quand même. Hein. Les gens, un poireau pour faire un potage, 2 poireaux. Madame, oui, vous continuez quand même à acheter ces légumes-là ou pas du tout? Je m'en passe. Qu'est-ce que vous mangez à la place alors? Du riz, des pâtes, des lentilles, des haricots. Avec le redoux, les prix ont commencé à baisser, mais pour certains, le pot-au-feu reste encore un luxe. Une collision entre un train et un car avait fait 12 blessés lundi soir à un passage à niveau en Meurthe-et-Moselle. Le car était passé alors que les barrières étaient fermées. En fait, on l'a appris, c'est l'agent de la SNCF qui avait autorisé ce passage en raison d'un certain retard du train. Une fin à l'amiable pour la plus importante affaire d'espionnage industriel de ces dernières années. À l'origine, le directeur général adjoint de General Motors, un Espagnol, Ignacio Lopez, qui est transféré en 1993 chez Volkswagen, est aussitôt accusé d'avoir emporté avec lui des documents top secrets. Après 3 ans de conflit entre les deux constructeurs, Ignacio Lopez a été licencié de Volkswagen et les deux sociétés se sont arrangées entre elles pour qu'il n'y ait pas de procès. Bonne, Jérôme Catala. À Wolfsburg, au siège de Volkswagen, c'est aujourd'hui le soulagement. Le compromis trouvé avec General Motors permet en effet au constructeur allemand de se tirer sans trop de mal d'une sombre affaire d'espionnage industriel. Volkswagen va bien sûr verser plus de 500 millions de francs à General Motors et lui acheter pour 5 milliards de pièces détachées. Mais tout cela n'est pas grand-chose pour le 4e constructeur automobile mondial. Oui, nous allons payer. Il faut bien se dire que si nous avions dû subir un procès aux États-Unis pendant 3 ou 5 ans, cela nous aurait coûté au moins aussi cher. Effectivement, Volkswagen et son président ici à gauche risquaient beaucoup plus gros en cas de long procès dans cette affaire qui remonte à 1993. À l'époque, l'Espagnol José Ignacio López quitte brusquement son poste de vice-président de General Motors pour rejoindre Volkswagen avec 7 collaborateurs. Immédiatement, le géant automobile américain accuse Lopez d'avoir emporté avec lui des secrets industriels, comme le plan d'une usine de production ultra moderne. L'Espagnol a beau clamer son innocence, rien n'y fait. La justice allemande perquisitionne au siège de Volkswagen, met Lopez en examen pour espionnage industriel et la presse le qualifie d'homme sans scrupules. Cette publicité négative, plus les procès avec General Motors, c'est trop pour Volkswagen qui veut justement se développer aux États-Unis. Alors, Lopez est contraint à la démission. Aujourd'hui, et pour quelques millions de francs, Volkswagen a trouvé un compromis avec General Motors et espère ainsi redorer un blason terni par le scandale. Ouverture aujourd'hui à Paris d'un colloque à l'UNESCO sur la politique internationale de François Mitterrand, en présence de Daniel Mitterrand et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. Parmi les personnalités présentes, Yasser Arafat qui en a profité pour rencontrer le président de la République en fin d'après-midi. Le président de l'autorité palestinienne est très inquiet sur l'avenir du processus de paix. Il accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de saboter la négociation. Thierry Tuillier, Jean Cornu. Une franche accolade. Yasser Arafat n'a pas boudé son plaisir au moment des retrouvailles avec Shimon Peres. C'était en début d'après-midi à l'UNESCO et les 2 prix Nobel de la paix étaient réunis à la même tribune le temps d'un colloque en hommage à François Mitterrand.
Bref, parenthèse qui n'a pas fait oublier qu'il y a avis de tempête sur la paix. Yasser Arafat a même mis en garde ses interlocuteurs contre l'effondrement du processus d'Oslo. Il a été plus précis encore en rencontrant à l'Elysée, comme à chaque fois que les obstacles se dressent sur sa route, celui qu'il appelle le docteur Chirac. Monsieur Netanyahou sabote le processus de paix en demandant le report de 2 ans du retrait israélien de Cisjordanie. Yasser Arafat a nié aussi toute implication palestinienne dans l'attentat qui a fait 13 blessés hier à Tel Aviv. Et avant de prendre congé de son hôte, le président palestinien a réitéré son vœu de voir l'Europe, et la France en particulier, s'impliquer davantage au Moyen-Orient. En Corée, la série de grèves dans l'industrie se poursuit. Aujourd'hui, elle a pris un tour dramatique avec l'immolation par le feu d'un ouvrier de l'usine automobile Hyundai, dont le personnel a été mis au chômage par la direction. Jean-Paul Chapelle. Au milieu de cette foule de grévistes, le drame. La flamme que l'on aperçoit ici, c'est un jeune Coréen de 34 ans qui s'immole pour protester contre les lois antisociales. Brûlé à 90%, l'homme est immédiatement évacué. Ce sacrifice individuel a provoqué un durcissement du conflit ici à Ulsan, dans le sud-est de la Corée. Les 32 000 travailleurs de l'usine d'automobile Hyundai se sont mis en grève. Réplique de la direction, fermeture de l'usine, l'ensemble du personnel est mis à la porte pour une durée indéterminée. Au même moment à Séoul, la police a fait irruption au siège du syndicat pour saisir des documents. 7 leaders syndicaux sont toujours menacés d'arrestation pour entrave illégale dans l'activité industrielle. Mais la grève commencée il y a 2 semaines rencontre le soutien de la population. Les Coréens n'ont pas digéré cette loi qui facilite les licenciements et n'autorise qu'un seul syndicat pendant encore 4 ans. Un nouvel effort de flexibilité, refusé en Corée, refusé en France par des syndicats qui affichent leur solidarité. Nous sommes tous des Coréens du Sud, nous devons, à travers le monde, nous battre syndicalement pour obtenir une meilleure prise en compte du travail humain. Le conflit pourrait se durcir la semaine prochaine avec le retour de vacances des étudiants. Des étudiants qui devraient faire cause commune avec les grévistes. Boris Eltsine, hospitalisé pour une pneumonie depuis 48 heures, devra observer une convalescence de 3 semaines, c'est ce qu'ont dit ses médecins. En Bulgarie, des dizaines de milliers de manifestants ont tenté de mettre le feu cet après-midi au bâtiment du Parlement bulgare. L'incendie a pu être circonscrit, heureusement. Les manifestants réclament des élections anticipées dans leur pays. Psychose sur les autoroutes italiennes. Depuis quelques semaines, des individus qui se positionnent sur les ponts jettent des pierres sur les véhicules qui passent. Une personne est morte et la police italienne prend l'affaire très au sérieux. Alain Chalvron à Rome. Hitchcock aurait pu en faire un film. On l'aurait appelé Peur sur l'autoroute ou quelque chose comme ça. Ce serait l'histoire d'une bande de malades qui s'installe sur les ponts d'autoroute et canarde les voitures qui passent avec des grosses pierres. L'autre jour, entre Turin et Plaisance, ce petit jeu a donné ce résultat. Dans cette Mercedes, une jeune femme de 31 ans a été tuée sur le coup. Son mari, le chauffeur de la voiture, a pu se traîner sur 400 mètres avant d'être secouru, grièvement blessé. Les tueurs avaient utilisé ces pierres. 4 autres voitures leur avaient servi de cible. Et depuis, les fous ont fait école. Les incidents se sont succédés sans conséquences mortelles, mais créant une véritable psychose. De fait, à chaque pont, on regarde s'il y a quelqu'un. Je regarde toujours de loin maintenant quand arrive un pont. Aujourd'hui, quand on prend la route, on vit un cauchemar. Dans les QG des autoroutes, les mesures de surveillance ont été renforcées. Des carabiniers ou des policiers sont postés sur et sous des centaines de ponts. Le syndicat des camionneurs a invité ses adhérents à signaler tout suspect par Sibi, mais sans que tout cela soit très dissuasif. En fait, ce phénomène est récurrent en Italie. Il y a quelques années, le même drame s'était produit. L'un des 3 tueurs s'était repenti. C'est une tragédie. On ne savait pas, sinon on ne l'aurait jamais fait. Mais sans émouvoir le tribunal, qui avait condamné la bande à des peines lourdes, 15 et 16 ans de prison. Mais les fous ont la mémoire courte, et les assassins de l'autoroute Turin-Plaisance courent toujours.
C'est le début du Ramadan, un mois de jeûne du lever au coucher du soleil pour tous les musulmans du monde. En France, le Ramadan a commencé ce matin. Marc Maisonneuve, Bernard Connor. À 18 ans, Fetouma et Zaya ont la même vie que les autres jeunes filles de leur âge. Les études et beaucoup de travail à la maison. L'une sera concertiste, l'autre chef d'orchestre, elles l'ont décidé. Le Ramadan, pour elles, ne change pas leur vie. C'est d'abord le jeûne pendant qu'il fait jour et peu importe si elles doivent travailler encore et encore. Pour moi, il n'y a rien à changer parce que de toute façon, moi je par rapport à moi, parce que j'ai une vie de musicienne et on est tout le temps débordés, je peux rien changer par rapport à ça. C'est aussi une philosophie, c'est une manière de penser un peu aux gens aux plus démunis, à penser un peu à tout le monde et c'est bien. C'est une remise en question un peu de soi, du corps, de l'esprit, de tout et non, c'est bien. À l'heure où les autres déjeunent, chez les Iwani, on jeûne et on travaille. Et quand on discute des femmes, on parle d'égalité, voire d'une certaine supériorité. Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, oui. Qui fait le Vendée Globe. Voilà. Elle aussi, hein. Remarque, elle est devant tous les hommes, alors ça sent un peu mal, hein. Si je dis que je suis musulman, comme tout de suite on pense faire des amalgames entre les extrémistes, et ben ça me choque et ça me dérange énormément. Je n'aime pas du tout ce genre de réaction. Parce que dans sa famille, Mohamed Ziwani parle d'abord d'un islam de tolérance. Selon un rapport de l'INSERM sur l'évolution de l'hépatite C en France, 10% à peine des malades seraient dépistés. Cette maladie, il faut le savoir, peut avoir des conséquences très graves et ce manque d'information est d'autant plus regrettable qu'il existe des traitements très efficaces. Jean-Daniel Flézaquier, Pierre-Laurent Constant. Allez, prendre les compresses, il y en a 2, et vous allez les alcooliser. Corinne a une hépatite C. Il y a quelques années, on n'aurait eu aucun traitement à lui proposer et comme un certain nombre de patients, elle aurait vu son état évoluer vers la cirrhose et puis peut-être un jour vers le cancer du foie. Mais maintenant, il y a l'interféron que les patients apprennent à s'injecter tout seuls. Moi, si on me dit d'aller quelque part un jour sur 2 ou de faire venir quelqu'un chez moi, c'est compliqué. Je vais laisser tomber. Alors que ça, je suis tout à fait capable de le faire toute seule. La France compte probablement 600 000 porteurs du virus de l'hépatite C. À peine 10% ont été dépistés, une situation extrêmement dommageable pour ceux qui ignorent leur état. Il faut les traiter tôt, plus on les traite tôt, mieux cela marche, et plus on les traite tôt, bien sûr, si ça marche, ce qu'on espère, l'état d'aggravation du foie n'existera plus, c'est-à-dire qu'ils vont être stabilisés, autant l'être le plus tôt possible au moment où les lésions sont minimes et où elles peuvent encore disparaître complètement. Mais pour que le traitement soit efficace, il faut pratiquement l'adapter au cas par cas. Le virus de l'hépatite C diffère d'une personne à l'autre et il faut donc l'étiqueter pour que l'efficacité du médicament soit maximum. Il y a des différences de réponse au traitement. Certains types de virus répondent moins bien. Et dans ces cas-là, on a tendance à modifier la thérapeutique, éventuellement à faire des doses plus fortes, plus prolongées ou éventuellement des combinaisons de traitements. Mais cet examen, comme la mesure de la quantité de virus dans le sang, indispensable pour bien suivre le traitement, ne sont toujours pas remboursés et ils coûtent très cher. Médecins et patients espèrent donc que le prochain progrès dans le traitement de l'hépatite C sera la prise en charge de ces examens. La voile et le vent des globes, après les naufrages de ces derniers jours et après le début de polémique, eh bien, le Premier ministre Alain Juppé a écrit au directeur de la course, Philippe Gentot, pour lui faire part de son admiration et de son entier soutien, qualifiant l'épreuve de grande aventure. Malheureusement, on est toujours sans nouvelles du dernier naufragé, le Canadien Gary Roof, sans nouvelles et surtout, ce qui est plus inquiétant, sans plus rien savoir de sa position en mer. Christelle Bertrand, Daniel Lévy. 66e jour de mer, Christophe Auguin voit enfin la terre. Hier matin, le skipper français a passé le Cap Horn, même sous la grisaille, c'est beau, légendaire, et ça veut surtout dire qu'il est à mi-course. Pour la 3e fois de sa vie, Christophe Auguin sort indemne de ces mers infernales. Je suis au pied de cette immense falaise et c'est fascinant parce que quand on touche ce cap, ça veut dire qu'on vient de loin et ça fait quelque chose, ça c'est sûr. Après Dinelli, Dubois et Bellimore, c'est Jerry Roof qui inquiète.
Sans nouvelles de lui depuis 4 jours, le PC Course a décidé d'envoyer les secours, même si le skipper canadien n'a déclenché aucune balise de détresse. Silence et absence de signal satellite de localisation, c'est beaucoup pour un seul homme, surtout qu'il se trouve dans la zone la plus éloignée des côtes. Comme l'aviation ne pouvait pas jouer un rôle dans cette reconnaissance, eh bien on fait appel à l'espace. Si plusieurs satellites peuvent faire des photos de la zone ou avoir des images radar, je crois que toutes les informations seront utiles parce qu'en ce moment, notre grand malheur, c'est qu'on n'a rien. Philippe Gentot a détourné 3 skippers pour retrouver Rouf. Marc Tiercelin devrait arriver le premier. En ce moment, un cargo panaméen balaye la zone, mais pour l'instant, toutes les recherches tombent à l'eau. Au milieu de nulle part, coupé du monde, il se peut aussi que Jerry Rouf soit sain et sauf. Dans 3 semaines auront lieu les championnats du monde de ski. En descente, le grand favori, c'est le Français Luc Alphand qui se prépare actuellement pour cette course. Il a une autre course à faire. Demain, ce sera la descente des Ouches à Chamonix. Thierry Clopeau, Alain Poirier. Un temps à ne pas mettre un descendeur dehors. Brouillard sur toute la ligne ce matin à Chamonix. Résultat, pas de descente d'entraînement pour Luc Alphand. Mais avant-hier, le numéro 1 mondial avait mis tous ses adversaires à plus de 2 secondes lors de la première descente. Après ses 2 victoires cette saison à Val Gardena et Bormio, Luc est en pleine confiance. Je crois que maintenant j'arrive mieux à digérer tout ce qui m'arrive. La première année, il y a 2 ans, c'était beaucoup plus difficile parce que j'avais passé beaucoup de temps sans gagner. Alors après, ça m'est tout tombé dessus d'un coup. Mais maintenant, j'essaye de gérer au mieux. Moi, mon objectif cette saison, c'était d'essayer de confirmer les 2 saisons précédentes. C'était pas évident. Je m'étais mis déjà un tout petit peu de pression, mais je crois que maintenant, ça m'a enlevé justement cette pression. Je devais gagner 1 fois. Bon, j'ai gagné 2 fois déjà, donc c'est bien. Et puis maintenant, c'est tout bonus. Lucho de Serre Chevalier, malgré tout le monde l'attend au tournant, car en l'espace de 2 ans, il est devenu la star mondiale incontestée de la descente. Le champion olympique autrichien Ortlieb ne dit-il pas du français qu'il est aujourd'hui imbattable. Mais Luc n'est-il peut-être pas en forme un peu trop tôt avant les championnats du monde de Sestrières? Non, parce que une des meilleures façons de préparer les championnats du monde, c'est d'être bien dans sa tête, d'être bien, se sentir bien. Et je pense que gagner avant, c'est important, ça prouve qu'on a le ski. S'il gagne cette descente du Kandahar, Luc Alphand peut dès demain décrocher mathématiquement la première place du classement général de la Coupe du Monde. Ce serait une première pour le ski français depuis bien longtemps. Mais Alphand devra se méfier du régional de l'étape. Adrien Duvillard, vainqueur en 1993 de la descente de Lillehammer, blessé depuis 2 ans. Mais Adrien qui revient en pleine forme cette année et qui a d'ailleurs gagné hier à la descente d'entraînement de Chamonix. Cela promet une belle bataille en perspective. Et en plus, demain, ici, sur cette piste du Kandahar, il fera beau. Un reportage qui va vous étonner. Effectivement, a priori, on pourrait penser que le musée du Louvre à Paris n'a plus besoin de nouvelles œuvres, de nouvelles toiles. Et pourtant, son conservateur en achète chaque année pour plusieurs millions de francs. Actuellement, ces achats, ceux des 5 dernières années, sont exposés jusqu'au 13 janvier. Thierry Hay, Jean-Louis Bousser. Ça, on connaît, c'est le Petit Chaperon rouge. Le peintre Fleury Richard, vous ne connaissez certainement pas. Et la nouveauté, c'est que le loup et le Petit Chaperon entre au Louvre pour seulement 45 000 francs. C'est la petite graine qui sera dans le crâne des enfants qui fera aimer la peinture. Donner le goût des couleurs, des nuances, mais aussi faire évoluer le musée. D'où cette exposition des 70 tableaux acquis par le Louvre depuis 5 ans. Chaque année, les musées nationaux disposent d'une enveloppe commune de 80 millions de francs. Antonello de Messine, 15e siècle. C'est l'achat le plus cher. 42 millions, c'est vraiment ce que nous pouvons faire. C'est vraiment le maximum, c'est la moitié de notre budget annuel. Il arrive aussi que les conservateurs retiennent leurs larmes. Pour cause de rigueur budgétaire, ils ne peuvent pas acheter le tableau de leurs rêves et doivent y renoncer. Un tableau de Rubens important, par exemple, va quitter la France. Cette exposition a donc aussi la volonté de sensibiliser les pouvoirs publics et les visiteurs sur le bien fondé d'une politique de nouvelle acquisition. Alors on a l'impression qu'au Louvre il y a tout et que c'est inutile d'acheter des tableaux. En fait non, nous avons des vraies lacunes. Nous sommes un musée assez encyclopédique, peut-être le plus encyclopédique qui soit, mais l'école anglaise, l'école allemande, les espagnols par exemple, nous sommes pauvres. Un saint du XVIIe acquis en 95. Portrait de jeune fille de Salomon de Bray. 3 modes d'acquisition. Les achats en vente publique, les dations ou paiement de droits de succession et les donations des amis du musée du Louvre. Ils sont 60 000 en France et payent entre 300 et 4 000 francs par an. Les Français sont trop chauvins. De nouveaux achats, Kopke, peintre danois, ou Rayburn, anglais. Le secret de la grande pyramide du Louvre, aller de l'avant et compter ses sous. Cinéma, les scènes les plus spectaculaires du prochain James Bond avec Pierce Brosnan
vont se tourner en France, dans les Pyrénées, dans la petite station de Peyragudes. Des tonnes de matériel, 300 figurants sont en train de débarquer là-bas. Reportage en cinémascope déjà, Éric Perrin, Philippe Dumail. Les 3 chiffres magiques, la combinaison gagnante. Et pourtant, quand Michel Pellieu a appris que sa station accueillerait le tournage du prochain James Bond, il a d'abord cru un canular. Mais aujourd'hui, tout le monde voit bien que c'est du sérieux. Un hangar construit en un temps record, des lignes électriques enterrées, un relais pour les indispensables portables, tout cela pour une séquence qui doit durer dans les 3-4 minutes. En moins de 15 jours, 3 semaines, on a réalisé quasiment 1 million de francs de travaux. Bon, il faut le reconnaître, avec une forte implication de la société de production. 007, la bonne affaire pour Peyragudes. Côté finance, 300 personnes vont séjourner durant 15 jours. Côté promo, les médias vont affluer à la recherche de Pierce Brosnan, l'espion le plus célèbre du monde. Je n'ai pas la mémoire des noms. Je m'appelle Bond. James Bond. On aimerait bien même le voir ici au bar. Ça m'étonnerait qu'il puisse passer. Vous connaissez sa boisson favorite, James Bond? Non, pas du tout. Vodka martini, au shaker, pas à la cuillère. Eh bien, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en pense que du bien. J'en ai rêvé la nuit dernière. Il a beau faire un temps à ne pas mettre un espion dehors, il faut bien acheminer les éléments du décor. Dans quelques jours commencera le tournage du pré-générique du film. Premier convoi qui est là, et on a encore 10 camions, je pense, qui arrivent. Il y a des avions, il y a du matériel militaire qui vont censés être les équipements d'une base afghane perdue dans les montagnes de l'Afghanistan à 7200 mètres. Et voilà. Il reste 20 secondes. 20 secondes? Eh bien, il faut qu'on se dépêche pour vous dire que c'est top secret, mais qu'on sait qu'il y aura un gentil, des méchants, des cascades absolument incroyables, et que si vous allez à Peyragudes en vacances durant le tournage, vous pourrez quand même skier, enfin, si vous aimez les sensations fortes. Toutes les sensations fortes. Voilà, c'est terminé. Juste le temps de vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir, à demain.